Pour l'instant, le gouvernement actuel a échoué dans tous les domaines. Je trouve vraiment anormal que des ministres refusent de respecter la loi. La loi, c'est eux. Voilà, nous, on impose, et c'est ça la dictature. Je n'aurais pas voulu que mon papa, à moi, soit aux affaires à cet âge-là. À quel moment est-ce qu'on va se reposer? Pour moi, c'est la représentation même de l'échec. Il a tellement mal préparé la suite qu'il ne voit personne qui peut le remplacer. Et donc, pour moi, c'est la preuve de l'échec. Il a l'impression que les autres, là, sont des incapables. Mais ces incapables-là, c'est lui qui les a fait. Je pense qu'il est fatigué. Ça commence à pourrir. Absolument. Les gens font n'importe quoi, il n'y a aucune conséquence. Il est fatigué. Laissez-le aller se reposer. Donc, si on me dit que c'est Cabral, c'est bon. Si on me dit que c'est Kamto, c'est bon. Si on me dit que c'est Kawala, je suis contente. Si on me dit que c'est Akere, je suis contente. Personne n'est parfait. Bien sûr. Mais tous sont meilleurs que ce qu'on a aujourd'hui. Mais on mélange entre l'État et le processus électoral et un parti politique, le RDPC. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on est un parti État, on en parle beaucoup. Mais dans le processus électoral, rien ne va. Comment est-ce qu'on a un système où un ministre qui est dans un parti du haut pouvoir va commencer à dire qui est le président de votre parti? Que va désigner que non, lui, c'est pas le président, c'est lui. Comment? C'est une aberration. C'est une aberration. Et il va commencer à dire. Le ministre envoie les acteurs chez l'organisateur et les CAP. Oui, mais les CAP, c'est toujours le RDPC. C'est-à-dire que c'est ça la difficulté. Le ministre a les éléments constitutifs des partis politiques. En fait, c'est ce système-là que vous voulez qu'on corrige. Oui, il faut corriger. Il faut un système et on ne peut pas le faire. Avec le gouvernement se désengage totalement du processus. Il ne va pas le faire. Non, je vous dis, pour vous, c'est l'idéal. C'est la proposition qu'on fait, qui est un désengagement total. Si réellement on avait un gouvernement qui s'inquiétait d'avoir des élections libres, transparentes, fair, justes, ils allaient complètement changer la donne. Vraiment, mais on n'a pas ça. Et on n'aura pas ça. Et donc, ce que je pense que la prochaine étape, c'est quoi? C'est de s'assurer qu'on puisse remplacer ce gouvernement qui n'a pas envie de changer, n'a pas envie d'évoluer. C'est pas aux élections. Oui, il faut aller, et c'est pour ça que j'ai dit que les élections, il faut y aller, et il faut y aller de manière intelligente, en sachant que on ne peut pas, on ne va pas pouvoir, les élections ne se passent pas le jour du vote. Okay. Parce qu'on a l'impression que oui, on va aller voter, on va aller défendre notre vote. Mais si on ne peut pas tenir de meeting pour sensibiliser la population sur son programme, si on ne peut pas choisir nos candidats, si on ne peut pas avoir accès aux antennes de la même manière, si on ne peut pas, parce que bon aussi que limiter l'accès à l'internet, tout ça, si on ne peut pas s'assurer que nos communications internet, on peut partager les informations avec le plus grand nombre de. Comment voulez-vous que le jour des élections, on dise que oui, mais vous avez eu moins de votes? Si on ne peut pas contrôler qui est sur la liste d'électeurs et qui ne l'est pas. C'est-à-dire que le vote lui-même, ce n'est pas ça, les élections, c'est tout un processus. Et il faut encadrer ce processus, et il faut que ce processus entier soit juste, pas juste le jour des élections. Parce que je vous dis que la vérité, c'est que si on compte juste le nombre de votes, le jour des élections, le RDPC peut passer. Et ils vont dire que le vote était libre, c'est vrai. Mais les gens qui ont pu voter ce jour-là sont les gens qu'ils auront prédésignés. L'endroit où les gens votent, ils auront prédésigné. Les candidats même, ils auront prédésigné. Donc oui, vraiment, oui, vous avez gagné le vote. Mais vous n'avez pas vraiment gagné les élections, parce que les élections, c'est un ensemble. Et justement, si on demandait un schéma pour intégrer le numérique dans ce processus électoral, quelles seraient éventuellement les réformes qu'il y aura à faire pour s'assurer que de l'inscription au résultat, tout le processus ait une traçabilité technologique? C'est pas difficile. Ce n'est même pas un grand projet compliqué. Mais je ne pense pas qu'ils y soient. Je ne pense même pas ici, c'est encore une fois. Je ne crois pas non plus parler par rapport à eux. Je veux dire, si le téléspectateur veut d'abord, parfois, on n'a même pas besoin de l'État. On a besoin que l'État nous laisse. Parce que, par exemple, avec un téléphone portable, des personnes qui sont dans le quartier, dans un bureau de vote, peuvent enregistrer le vote, envoyer le vote par un système USSD, c'est-à-dire le STAR, machin. Ils n'ont même pas besoin d'Internet pour le faire. Alimenter une base de données qui est nationale et voir maintenant et comparer donc le résultat qui est direct, immédiat, envoyé par des tiers, par des indépendants qui ont observé le vote et comparer ça au résultat que Elecam va annoncer après. Donc il y a des choses aussi qu'on peut faire qui ne sont pas nécessairement attendre que Elecam décide d'être transparent. À votre niveau d'information, le système n'est pas en capacité de le faire, d'organiser les élections dans un processus entièrement numérique. Non. Ils n'ont pas la volonté. Il faut d'abord vouloir le faire. D'accord. Il faut d'abord vouloir le faire et ils n'ont pas cette volonté. Trop de transparence pour eux, c'est pas bon.
C'est pas bon parce que en fait c'est ça que la technologie apporte, c'est la transparence. Et on peut pas, you can't lie. Vous pouvez pas mentir à la machine. C'est-à-dire que si elle a enregistré, elle a enregistré. Et donc avoir les PV écrits à la main qu'on peut brancher, on peut cacher. Si on utilise par exemple la technologie de blockchain pour enregistrer les résultats, c'est très difficile. Après, vous allez faire comment pour changer ça? C'est très difficile. Et donc, c'est cette manque. Mais en l'état, quelle proposition feriez-vous donc pour s'assurer que le vote, le choix fait par les électeurs, est le choix, que ça puisse être vérifié, que est le choix qui sera proclamé comme résultat? Disons qu'il y a plein de technologies et je vous dis que même en prenant des jeunes qui sortent de l'université, ils vous créent un système qui est très sécurisé et qui va en temps réel. Et c'est pour ça que je parle d'utiliser la technologie USSD. Parce qu'il y a des endroits où on n'a pas encore accès à l'Internet. Mais on peut recharger avec un téléphone normal. Il y a des systèmes déjà qui existent dans plusieurs pays africains ou de plusieurs pays du monde. Ces systèmes existent. Mais je pense que nous, on peut développer un système qui nous est adapté. Mais il faudrait cette volonté. D'accord. Vous êtes également exprimé sur l'émission de temps en temps de l'administration dans la vie des partis politiques. Le PCN, par exemple, qui est d'ailleurs en justice entre les différentes parties, mais il y a également le PC pour les anciens. C'est le CPI pour parler tout à l'heure qui a vécu ça également. Comment on peut sortir? Et d'ailleurs, le site du Minat qui était down, je ne sais pas s'il remarche, je crois qu'il remarche, mais avait toujours l'autre personne, alors qu'ils ont perdu jusqu'à la Cour suprême contre K. Ils n'ont pas harmonisé, ils n'ont pas actualisé. Ils ne veulent pas. En fait, pour eux, c'est ça. Et donc, tant que. C'est-à-dire que je trouve vraiment anormal que des ministres refusent de respecter la loi. Refusent de respecter la loi. Et ils sont là pour dire que c'est incroyable. Et donc, il y a des décisions de justice. Bon, ça ne les dérange pas. Ça ne les embête pas. Ça ne les intéresse pas. Genre, la loi, c'est eux. La loi, c'est eux. Même, je parlais de la loi sur... En fait, la directive du ministre Atangadji, dernièrement, sur... Mais c'est contre la loi. Il n'a pas le droit, lui, d'ajouter des nouvelles taxes. Ben bon, ça n'a l'air de déranger personne et on normalise donc ce genre de choses. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Je pense qu'il faut que nos ministres soient exemplaires. Hein. Déjà, vous êtes beaucoup. Déjà, on a soixantaine. Oui, il faut être exemplaire. Et c'est dommage, je pense, surtout dans un domaine aussi sensible que les élections et les partis politiques d'opposition, de s'initier et d'aller à l'encontre de la loi. C'est très dangereux. Et je pense que c'est une provocation. C'est une provocation à la population. Et je veux dire que si on veut l'apaisement, il faut éviter ce genre de provocation. C'est-à-dire que oui, on s'en fout de vous, la population, de votre volonté. Voilà, nous, on impose. Et c'est ça la dictature. C'est ça la dictature. Et on est déjà dans une période sensible. On est toujours en guerre. Le problème anglophone demeure. Maintenant, commencer à mettre l'huile sur le feu avec des actions qui n'ont pas de... C'est petit. C'est petit. Et je pense que nos ministres, tous, devraient se montrer exemplaires. Alors, au-delà, vous n'êtes peut-être pas militante engagée, encore moins du RDPC. La candidature du président Biaou posera un problème. Ah oui. C'est vrai vous que... Sans hésiter. En fait... la candidature d'un candidat du RDPC ne me dérange pas. C'est un parti. Et ils ont le droit d'exister, ils ont le droit d'avoir des militants, ils ont le droit... mais pour l'instant, le gouvernement actuel a échoué dans tous les domaines. Il y a peu de domaines où on peut dire que le résultat est probant. Et je pense que l'une des raisons majeures pour ça, le président Biya n'a pas toujours été adepte de cette médiocrité. Il n'a pas toujours été comme ça. Mais je pense qu'à la fin, il a un certain âge. Moi, je ne sais pas, je n'aurais pas voulu que mon papa, à moi, soit aux affaires à cet âge-là. À quel moment est-ce qu'on va se reposer? Parce que pour moi, c'est la représentation même de l'échec. C'est-à-dire qu'il a tellement l'impression d'avoir échoué en tant que président qu'il n'a même pas pu préparer. Mais ça, c'est votre interprétation. Oui, c'est mon interprétation. Bien sûr. Ouais, tu as peur. Non, il a tellement mal préparé la suite qu'il ne voit personne qui peut le remplacer. Il ne voit personne. Et donc, pour moi, c'est la preuve de l'échec. Parce que moi, si je pars demain, j'espère que j'aurai formé une génération pleine de personnes qui me dépassent, qui feront mieux que moi. Moi, si j'étais à sa place, c'est ce que j'aurais voulu. C'est que j'aurais voulu être celui par lequel est passé le succès de générations d'après. Mais le fait qu'il soit obligé, qu'il se sente obligé de rester, ça veut dire qu'il a l'impression que les autres là sont des incapables. Mais ces incapables-là, c'est lui qui les a fait. Et je pense que c'est la vraie... pour un leader, c'est de montrer que vous êtes capable de faire
des hommes, des femmes qui sont plus que vous. C'est ça un vrai leader. Si un leader s'éternalise, même au sein d'un parti, moi je suis vraiment, il faut renouveler même dans les partis d'opposition, il faut souvent essayer de renouveler pour être sûr est-ce qu'on a vraiment préparé les gens, est-ce qu'on est vraiment un leader. Et donc oui, ça me pose problème parce que je pense qu'il est fatigué et qu'on est dans là il n'y a pas d'action. On est dans ça commence à pourrir. Absolument. Ça pourrit parce que les gens font n'importe quoi, il n'y a aucune conséquence. Il est fatigué, laissez-le aller se reposer. Si en 2025 on se lève et que le président dit n'est pas candidat, voyez-vous des gens qui peuvent, dans cette opposition-là, faire la continuité, assurer la relève? Oui, absolument. Moi, je malgré les divergences qu'on perçoit, les imperfections. Et personne n'est parfait. Bien sûr. Mais tous sont meilleurs que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, si on me dit que c'est Cabral, c'est bon. Si on me dit que c'est Kamto, c'est bon. Si on me dit que c'est Kawala, je suis contente. Si on me dit que c'est Akere, je suis contente. Si on me dit que c'est Joshua, c'est bon. C'est moi, ce n'est pas... Moi, je pense que quel que soit celle ou celui qui prend la relève elle-même, elle est importante. Parce que c'est comme tout, hein, quand quelqu'un arrive au pouvoir pour la première fois, ou même dans un poste, quand on remplace quelqu'un, on veut prouver qu'on est meilleur que ce qu'on a laissé. Et donc, on avance. Même si après, ils sont encore comme les autres. On a déjà avancé. Et cette avancée-là, c'est un énorme pas. C'est un énorme pas. Moi, j'aimerais qu'ils se mettent ensemble et tout ça, mais même s'ils ne le font pas, I support all of them. I support all of them. Et dans cet environnement, c'est très difficile de savoir qui est meilleur. Parce qu'on n'a pas... Ils ne sont pas en situation de gouvernance. Oui, on ne peut pas dire on n'a pas cette liberté de pouvoir dire qu'on va tenir une réunion. Moi, je ne sais pas quelles sont leurs capacités d'amener les gens. Pensez-vous que l'alternance est vraiment possible malgré tout? Est-ce qu'on peut se réveiller au lendemain d'octobre 2025 et se dire ça va changer? Je sais que dans l'esprit des Camerounais, on n'a jamais eu d'alternance. On n'a jamais eu de nouveau président par le vote. Donc on ne sait même pas comment imaginer ça. Mais c'est possible. C'est possible. Moi, je crois au Cameroun, je crois aux Camerounais. Et je pense et je pense que les Camerounais sous-estiment le pouvoir qu'ils ont. C'est un peu comme ça qu'on nous formate. Pour dire que vous n'êtes pas... Vous n'allez pas les appeler à revendiquer dans la rue? Non, ils ne peuvent pas même revendiquer. On va bavarder dans nos coins, mais on a peur. Il y a trop de Camerounais qui ont encore peur. Et, tandis qu'ils détiennent beaucoup de pouvoir et ils ne le savent pas. Mais je crois vraiment fermement que on ne sait pas ce que demain va donner. On ne sait pas si le président Biya va décider de se présenter ou pas. On ne sait pas si d'autres situations peuvent faire qu'il ne soit pas là pour les élections, d'une manière ou d'une autre. Ça peut changer beaucoup de choses et il faut être prêt. Il faut que les partis d'opposition aussi soient prêts. Parce que si vraiment, si maintenant ils changent la loi électorale, si maintenant ils disent que n'allez pas vous inscrire, heureusement que tout le monde est dans les inscriptions aujourd'hui, mais n'allez pas vous inscrire, n'allez pas, ne faites pas. Oui, on ne va pas aux élections, tout ça. Imaginez que à un mois du scrutin, on change les lois, tout est correct. Vous allez faire comment? Donc il faut toujours être prêt. On ne sait jamais, on ne sait pas ce que demain va nous apporter, mais j'ai toujours beaucoup d'espoir. Regardez ce qui s'est passé récemment avec Maître Alice Nkom. Mais comment on peut agir comme ça? Là, vous parlez du REDA. Oui. Je veux dire que c'est... Et encore une fois, on a un ministre qui est militant d'un parti politique. Je ne suis pas contre qu'il soit militant, mais qui utilise son pouvoir pour casser les partis politiques d'opposition, pour casser la société civile. On ne peut pas évoluer comme ça. Vous ne pouvez pas... C'est méchant. À la limite, c'est méchant. Parce que vous ne pouvez... En anglais, on dit gaslighting. Gaslighting, ça veut dire que... quand vous avez tort, et quand la victime revendique ses torts, vous l'accusez, et vous mettez le feu, vous mettez l'huile au feu. C'est gaslighting. On a l'impression qu'on est tout le temps avec un gouvernement qui nous gaslight, qui dit que oui, vous souffrez, vous n'avez pas le droit de revendiquer. Moi, j'ai vu le jeune, l'année dernière, il y avait un jeune, j'oublie son nom, mais il était sur les réseaux sociaux, il avait exprimé son ras-le-bol. On l'a arrêté. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce n'est pas normal d'exprimer son ras-le-bol? Vous allez voir que ce qui va changer, ce que je ne souhaite pas, c'est qu'il y ait un incident qui soit l'étincelle. Et que la colère qui est dans nos jeunes, parce que c'est une réelle colère, elle s'exprime pas par les réseaux sociaux, pas par les urnes, mais par la violence. Moi, c'est ma plus grosse crainte, c'est que nous avons une jeunesse qu'on n'écoute pas, qui n'existe pas. C'est-à-dire, il y a un ministère là, de la jeunesse qui ne devrait d'abord pas exister. Moi, je suis contre ce ministère, tout simplement parce que je pense que la jeunesse doit être intégrée et partie prenante de toutes les politiques, de tous les ministères. Et donc, quand on se fait un ministère, rien que pour la jeunesse, c'est pour les envoyer là-bas, pour qu'on se donne bonne conscience parce qu'on a fait quelque chose pour eux. Vous n'avez rien fait pour eux. Parce que vous ne tenez pas compte de leurs désirs, de leurs espoirs, de leurs revendications, et vous ne les laissez pas s'exprimer.
Et cette expression, elle va sortir. Ils vont s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et je souhaite vraiment qu'on n'arrive pas au point où ils vont s'exprimer par la violence.